France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. C'est le 3e numéro de la série que la communauté des radios publiques de langue française consacrait à Roman Jakobson en 1977 que nous allons entendre maintenant. Y était évoqué le foisonnement artistique et intellectuel de la Russie des années 10 et 20 qui furent les années de jeunesse et de formation de Jakobson. Le temps où ses amis s'appelaient Mayakovsky, Malevitch, Pasternak et Velimir Klebnikov, le poète futuriste que Jakobson tenait pour le plus grand des poètes russes. Musique, peinture, poésie, cinéma, critique littéraire, linguistique, futurisme, formalisme, par la voix de Roman Jakobson lui-même, par Robert Georgin et par le traducteur des poètes russes Léon Robel, était rappelé dans ce 3e volet comment, de Moscou à Leningrad, les avant-gardes russes de cette époque s'étaient nourries les unes des autres. Comment, aussi, elles avaient été étouffées, anéanties dans leur pays et bien souvent ignorées à l'ouest de l'Europe. Une émission qui s'achevait par la lecture d'une lettre de Nadejda à Ossip Mandelstam. Une lettre qu'il n'eut jamais l'occasion de lire. Hommage à Roman Jakobson, 3e d'une série de 14 émissions, Une génération perdue, diffusée la première fois le 22 octobre 1977 sur France Culture. La communauté radiophonique des programmes de langue française présente Roman Jakobson, 3e émission, Une génération perdue, avec des déclarations de Roman Jakobson, Léo Robel, Robert Georgin, et des textes de Roman Jakobson, Velimir Klebnikov, Vladimir Mayakovsky, Nadia Mandelstam, une émission de Robert et Rosine Georgin. J'ai été élevé, pour ainsi dire, dans le milieu des peintres. C'était surtout les jeunes peintres russes qui luttaient pour l'art abstrait, qui m'ont poussé à beaucoup de questions dans mon travail linguistique. Et si au lieu de parler de moi-même, j'avais cité d'autres amis, à peu près, c'était toujours la même chose. L'art, qui à ce moment-là, en Russie, vraiment cherchait des voies tout à fait neuves, dans la peinture, dans l'architecture, etc. Il vous suffit de nommer des artistes comme Kandinsky, Larionov, Malevitch. Or, tout cela nous tenait dans une atmosphère d'une nécessité de recherche nouvelle, d'une recherche qui approcherait à la science les problèmes qui ont été posés par l'art expérimental. D'autres ont été sous l'influence de la musique, de la poésie. Enfin, c'est ainsi qu'on est venu à former des cercles. C'était une organisation des jeunes chercheurs, une organisation qui ne voulait rien de formel, qui ne voulait pas avoir des conférences toutes faites, qui voulait avant tout les discussions des problèmes qui surgissent. Et je crois que dans les deux cas, le cas de Moscou et le cas de Pétersbourg, ensuite Leningrad, on a réussi. L'atmosphère était remarquable. On a arrangé pour nous une situation d'un groupe d'étudiants s'occupant de langue russe et du folklore russe
et sous le support moral d'un comité de l'Académie. Nous avons eu la première séance au début du mois de mars 1915 et on a marché. D'abord, on a pensé même, on le fera si informel que non seulement ce sera un cercle qui se réunira uniquement dans les appartements des divers membres, mais qu'il n'y aura même pas de président. On a vu que ça ne va pas sans président parce qu'il n'y a pas la possibilité de faire du travail systématique. Je suis devenu le président du cercle linguistique de Moscou. Roman Jakobson avait 20 ans quand il devint le président du cercle linguistique de Moscou. Mais à 16 ans, il traduisait déjà Mallarmé en russe et Maïakovski en français. Une telle précocité trahit certes l'exceptionnelle intelligence de Jakobson. Mais elle suppose aussi un milieu familial particulièrement favorable. Léo Robel nous définit ce milieu. C'est un milieu de bourgeoisie juive de Russie, originaire de Courlande, un milieu relativement aisé. On voyage à l'étranger, les enfants sont emmenés par leurs parents à Venise, à Paris, en Allemagne. Il y a bien entendu des instruments de musique dans la maison, il y a une certaine facilité d'accès à la culture, ses différentes composantes, et on apprend très tôt les langues étrangères. On apprend tout petit le français et l'allemand en principe. C'est donc un milieu qui est à la fois très spécifié, qui a ses particularités qui le distinguent fortement, mais qui en même temps a une grande ouverture sur toutes sortes de cultures autres, et qui a une certaine souplesse d'adaptation et d'imitation. Et c'est un milieu où il y a toujours un multilinguisme présent, dès l'enfance. Et je crois que ces éléments-là, la présence des arts, de la poésie, de la littérature très fortement, la circulation des cultures étrangères et des langues, sont évidemment quelque chose qui peut favoriser l'éclosion d'un esprit, d'une sensibilité comme celle de Jakobson. Jakobson a comme ami d'enfance ou de jeunesse Maïakovski, Brick, Pasternak, Elsa Triolet, Shklovsky et ce poète énigmatique, Khlepnikov, qu'il considère comme le plus grand poète russe, mais qui naturellement nous est difficilement accessible puisqu'il a été très peu et très mal traduit en français. Peupler les lacs d'êtres comestibles invisibles à l'œil, pour que chaque lac devienne une marmite de soupe lacustre, toute prête, même si elle n'est pas cuite. Les foules de dîneurs, en se baignant, s'installeront sur les rives, nourriture de l'avenir. Faire l'échange des genres de travail au moyen d'échanges de battements de cœur. Calculer chaque travail par des battements du cœur, unité monétaire du futur, dont tout vivant est également riche. Considérer que le nombre moyen de battements en 24 heures est égal à 365 317. À l'aide de cette même unité, calculer les échanges pour le commerce extérieur. Terminer la Grande Guerre par le premier vol sur la Lune. J'ai parlé dans le cercle linguistique de Moscou et dans l'Opoyaz, puisque j'ai été membre des deux, de la poésie d'un écrivain que je considère le plus grand poète russe de notre siècle et peut-être le plus grand poète de notre siècle en général, c'est Khlepnikov. En travaillant sur la structure de la poésie de Khlepnikov, c'était le thème de ma première publication, j'ai pu voir, je dirais,
le langage poétique en devenir, le langage poétique comme un acte créateur, purement créateur, et j'ai essayé de voir les divers niveaux de cette poésie dans leur rapport mutuel. Je pense, et ça c'était l'attitude de mes collègues, de mes amis dans les deux institutions, que ça c'était une démarche, un pas important. Léo Robel. Jacobson n'est pas seulement le grand linguiste que tout le monde commence à connaître maintenant, c'est aussi un futuriste. Il ne faut pas oublier cela. Jacobson s'est considéré comme futuriste, comme poète futuriste, dans sa jeunesse, et il est très difficile d'obtenir de lui qu'il se souvienne. Les poèmes qu'il écrivait à l'époque, les extraire de lui, ça n'est pas facile. Mais enfin, on sait que c'est comme ça, d'après la correspondance, les souvenirs de ses amis. Le groupe des cubo-futuristes, le groupe qui s'est constitué autour de Chliabnikov, qui a été son leader d'abord, avant la Première Guerre mondiale, a été extraordinairement marqué, animé par ce qui s'était innové dans la peinture en France. Et quand il se dénomme cubo-futuriste, la référence est claire. Ce sont les recherches picturales qui ont bouleversé tout le domaine de la peinture, des arts visuels, qui ont fait découvrir des tas de choses à ces prodigieux novateurs, ces poètes de très grande dimension, mais qui étaient presque tous aussi des plasticiens. Il ne faut pas oublier que Mayakovsky a été à l'école des Beaux-Arts, que Bourliuk a été à l'école des Beaux-Arts, que Krouchonych était professeur de dessin. Ils ont tous, peu ou prou, pratiqué la peinture. C'est vrai de Kamiensky, c'est vrai aussi de Chliabnikov. Bien entendu, ils étaient très attentifs à ce qui se passait dans le domaine pictural. Il y a cet épisode que nous connaissons d'après des articles de Jacobson, mais aussi d'après des souvenirs enregistrés par lui à l'Institut de littérature mondiale à Moscou. Il revient au printemps 1920 à Moscou, qui est bloqué presque entièrement par les Blancs, et Mayakovsky lui demande qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce que tu as appris en étant à Prague, en ayant le contact avec les recherches occidentales, etc. Et Jacobson lui parle de la théorie de la relativité. Et Mayakovsky lui demande de répéter à plusieurs reprises. Il veut comprendre à fond. D'ailleurs, ensuite, il y aura une prodigieuse discussion avec Mayakovsky. Mayakovsky lui disant, mais alors ça prouve qu'on peut être immortel. Le temps, c'est pas du tout ce qu'on croit. Étirez l'attente autant qu'il vous plaira. Si claire, d'une clarté si hallucinante est ma vision, que, dirait-on, le temps de liquider cette rime, et l'on pourra grimper le long d'un verre dans une vie merveilleuse. Moi, je n'ai pas à demander comment et quoi. Je le vois, net, en ses derniers détails, air sur air, comme pierre sur pierre, ni guetté par la pourriture et ni par la poussière, rayonnant de siècles étagés, que s'élève l'atelier des résurrections humaines. Voici le calme chimiste, au front vaste, froncé par l'expérience. Dans le livre « Toute la terre », il se choisit un nom. Le XXe siècle. Qui donc ressuscité? Mayakovsky peut-être. Cherchons de plus brillants sujets, il n'était pas assez beau ce poète. Alors moi de crier, d'ici même, de cette page d'aujourd'hui, ne feuillette pas plus loin, c'est moi qu'il faut ressusciter.
Pour tous les écrivains russes de cette époque, le suicide de Maïakovski fut ressenti comme un drame. De fait, c'en était un, dont la portée dépassait de loin la mort individuelle d'un poète. Il marquait la fin de l'espérance révolutionnaire. Maïakovski avait toujours eu des tendances suicidaires, mais on imagine mal aujourd'hui quel choc cette mort représenta pour ceux qui allaient mourir ou être bâillonnés. La poésie russe a connu deux époques de brillant épanouissement. Le début du XIXe siècle et le début d'une autre. La première fois aussi, l'épilogue en fut la disparition massive et prématurée des grands poètes. Pour bien ressentir ce que signifient les chiffres suivants, il suffit d'imaginer l'atteinte que subirait ce qu'ont laissé Schiller, Hoffmann, Heine et surtout Goethe, s'ils avaient disparu de la scène entre 30 et 40 ans. Ryleïev est exécuté à 31 ans. Batiushkov devient fou à 36 ans. Venevitinov meurt à 22. Delvik à 32 ans. Griboïdov est tué à 34 ans. Pouchkine à 37 ans. Lermontov à 26 ans. Leur mort fut définie plus d'une fois comme une forme de suicide. Maïakovski lui-même comparait son combat singulier contre la platitude quotidienne au duel de Pouchkine et de Lermontov. Il y a bien des ressemblances également dans la réaction des sociétés des deux époques à ces morts prématurées. De nouveau, on éprouve le sentiment d'un vide soudain et profond, l'impression angoissante d'une fatalité qui pèse sur la vie spirituelle russe. De ces 20 années brèves et tumultueuses, il ne devait subsister qu'un nom vide de sens dans les manuels littéraires, jusqu'au moment où les traductions révélèrent enfin l'école formaliste russe et son acquis théorique. Robert Georgin. Eh bien, il est difficile aujourd'hui de comprendre par quel singulier détour de l'histoire le prodigieux foisonnement intellectuel des années 20 en Russie a mis près de 20 ans à atteindre l'Europe et de quelle criante injustice ont pâti les chercheurs russes de cette période. Non seulement ils sont étouffés dans leur propre pays, mais ils fécondent sans le savoir la pensée occidentale sans que leur apport soit reconnu. Et pourtant c'est grâce à Jacobson encore une fois qu'ils sont finalement révélés. Prenons par exemple le cas de Prop. Prop est un chercheur russe apparenté aux formalistes qui publie en 1928 une étude capitale intitulée « Morphologie du conte populaire russe ». Cette étude est capitale parce qu'elle établit que les contes populaires se définissent par une structure où l'on retrouve toujours les mêmes actions et les mêmes personnages, par exemple les personnages du roi, de la reine, de la jeune fille et d'Ivan, le héros. Par exemple, comme action, le thème du secret transgressé, quelqu'un révèle un secret qui devait rester caché. Et aussi le thème du don, quelqu'un donne quelque chose à quelqu'un, etc., etc. Celui qui donne et celui qui reçoit peuvent varier d'identité, comme peut varier la chose donnée, mais le thème du don est obligatoire. Il en résulte que l'apparente liberté du conte populaire est illusoire. Ce conte populaire se réduit à une stricte combinatoire d'éléments qui sont donnés à l'avance. En Occident, cette étude n'est pas connue. Jacobson rencontre, durant la guerre, Lévi-Strauss à New York en 1940. Ils abordent ensemble les problèmes que pose l'étude de la mythologie, et Jacobson dit à Lévi-Strauss « Vous devriez lire Prop ». Lévi-Strauss ne connaît pas le russe. Et Jacobson entreprend de lui exposer les principes directeurs de l'ouvrage. Et du coup, Lévi-Strauss découvre ce qui sera la base de la méthode utilisée par lui pour l'étude structurale des mythes. Mais Prop attendra 1958 avant d'être traduit en anglais par la femme de Jacobson, du reste, et 1970 avant d'être accessible au public de langue française. Aujourd'hui encore, alors qu'ils ont été traduits, les formalistes sont très mal connus en France. Et pourtant nous sommes leurs héritiers, puisque nous réagissons à la littérature selon des critères qui étaient les leurs, mais qui nous ont été transmis par d'autres voies. Les formalistes ont été les premiers à entreprendre l'étude du texte, ce qu'on appelle aujourd'hui la textualité,
et en faisant abstraction de notions psychologiques, sociologiques ou biographiques. Quels sont les éléments organisateurs d'un texte littéraire? De quoi sa structure est-elle faite? Qu'est-ce qui caractérise la facture d'un texte littéraire et qu'est-ce qui la différencie à la simple lecture d'un slogan publicitaire ou d'un article de journal? On reconnaîtra là, au passage, les questions que se posaient en France vers 1960 les chercheurs se réclamant soit de la sémiotique, soit de la sémiologie. Eh bien, ces problèmes avaient été abordés par les formalistes russes dès la Révolution et même avant, en même temps qu'une extraordinaire flambée de lyrisme déferlait sur cette génération qui ne savait pas encore qu'elle était une génération perdue. Monsieur le fonctionnaire a touché la pourpre de mon passeport. Il le touche comme une bombe. Il le touche comme un hérisson, comme un rasoir à 2 tranchants. Il le touche comme un serpent à sonnette, à 20 dards, à 2 mètres de longueur et plus. Complice à cligner le regard du porteur, qui est prêt à porter vos bagages pour rien. Le gendarme contemple le flic, le gendarme. Avec quelle volupté la caste policière m'aurait fouetté, crucifié, parce que j'ai dans mes mains, porteur de faucilles, porteur de marteau, le passeport soviétique. Je dévorerai la bureaucratie comme un loup. Je n'ai pas le respect des mandats et j'envoie tous les diables paître tous les papiers. Mais celui-là, je tirerai de mes poches profondes l'attestation d'un vaste viatique. Lisez bien, enviez, je suis un citoyen de l'Union soviétique. Roman Jakobson. Le nom formaliste nous a été donné par nos adversaires. Nous avons détesté ce nom, je dis nous parce que je me souviens bien des réactions des divers chercheurs, de divers amis et collègues. Enfin, on l'a accepté comme on accepte des noms donnés par les adversaires, comme Quakers ou bien comme impressionnistes, etc. Mais nous avons jamais vu notre travail comme un travail unifié par un certain système de dogmes. Au contraire, nous avons détesté les dogmes. Et pour nous, la question de l'étude de la poésie, de la langue, des divers systèmes de signes, parce que très tôt nous avons compris que la langue n'était qu'un des systèmes sémiotiques ou sémiologiques, comme on le dit, nous avons vu que le problème essentiel pour nous, c'est d'établir des méthodes saines et productives. Et c'est ce travail méthodologique qui nous a surtout préoccupés. Le fait que nous ne nous sommes pas occupés seulement de la poésie, mais aussi du rapport entre la poésie et la peinture, la poésie et le cinéma, qui bien qu'il était encore assez pas, peut-être d'enfance, a montré en même temps des rapports très étroits avec la langue. C'était surtout quand le film était muet. Et alors ça nous a amenés aux études sémiotiques. Ces études qui maintenant, à juste raison, deviennent essentielles dans le domaine de la culture humaine et dans le domaine de l'ethnologie.
Les années passèrent. En 1968, Nadia Mandelstam retrouve dans une valise une lettre écrite 30 ans auparavant et qui n'avait jamais été expédiée. Entre le moment de la rédaction et celui de l'expédition, Nadia avait appris la mort de son mari, Ossip Mandelstam, quelque part en Sibérie. Ossia, mon chéri, mon ami lointain, mon amour, les mots me manquent pour cette lettre que tu ne liras peut-être jamais. Je l'envoie dans l'espace. Peut-être ne serai-je plus là lorsque tu reviendras. Ce sera alors le dernier souvenir que tu auras de moi. Ossioucha, notre vie d'enfant à tous les deux, comme elle fut heureuse. Nos disputes, nos querelles, nos jeux et notre amour. À présent, je ne regarde même plus le ciel. Si je voyais un nuage, à qui le montrerais-je? La vie est longue. Qu'il est long et difficile de mourir seul. Ou seul. Est-ce le sort qui nous attend, nous qui étions inséparables? L'avons-nous mérité, nous qui étions des chiots, des enfants? Et toi, qui étais un ange? Et tout continue. Et je ne sais rien, mais je sais tout, et chacune de tes journées, et chacune de tes heures, je les vois clairement, comme dans un rêve. Tu venais me rendre visite chaque nuit dans mon sommeil, et je te demandais sans cesse ce qui était arrivé, mais tu ne répondais pas. Mon dernier rêve, j'achète une nourriture quelconque au comptoir malpropre d'une boutique malpropre. Je suis entourée d'étrangers, et après avoir fait mes achats, je me rends compte que je ne sais pas où porter tout cela, car je ne sais pas où tu es. À mon réveil, j'ai dit à Shura, Ossia est mort. Je ne sais pas si tu es en vie, mais c'est à partir de ce jour-là que j'ai perdu ta trace. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas si tu m'entendras. C'est moi, Nadia. Où es-tu? Adieu. La communauté radiophonique des programmes de langue française vous a présenté Roman Jacobson, 3e émission, Une génération perdue, avec des déclarations de Roman Jacobson, Léo Robel et Robert Georgin. Les textes de Roman Jacobson, Velimir Klebnikov, Vladimir Mayakovsky, Nadia Mandelstam étaient lus par Margaret Génès et Guy Le Sire. Présentation Marcel Dossogne. La collaboration technique était assurée par Jean Balza, Paul Kougiak et Christian Nioul. C'était une émission de Robert et Rosine Georgin. C'était la 3e d'un hommage à Roman Jacobson en 14 émissions, diffusée la première fois le 22 octobre 1977. À suivre et d'ici là à télécharger et réécouter sur le site de France Culture et sur l'application Radio France à la page des Nuits de France Culture.